Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attarde sur la bataille de Marignan, 1515. Voici ce qui reste de la bataille dans les mémoires collectives. Si certains se souviennent que c'est François Ier qui mène cette bataille, peu savent pourquoi elle fut livrée contre les Suisses, réputés invincibles. Venez en ma compagnie pour découvrir comment s'est déroulée la bataille mythique. Tout commence en 1389 lorsque Valentine Visconti, fille du duc de Milan, Gian Galeazzo Visconti, épouse Louis Ier d'Orléans, fils cadet de Charles V. Jusqu'ici, tout est simple. Mais si l'affaire se complique, c'est parce que le contrat de mariage contient un article stipulant que, faute d'héritier mâle de son corps, le duc léguerait à sa fille la totalité de ses seigneuries. À la mort du duc de Milan, ses deux fils lui succèdent. Gian Maria à partir de 1402, puis Filippo Maria dès 1412, lequel décède sans enfant légitime. À la mort de Filippo Maria Visconti, comme le stipulait le contrat, Charles d'Orléans, né en 1394, fils aîné de Valentine Visconti, prend le titre de duc de Milan et part en Italie pour revendiquer son héritage alors contesté par le duc de Savoie, Louis Ier. Beau-frère de Filippo Maria, le roi de Sicile, Afonso V, d'Aragon et le marquis de Montferrat, Jean IV, mais c'est sans compter sur les Milanais eux-mêmes. Le corps du duc n'était pas encore froid qu'ils établirent une éphémère république ambrosienne. Contre toute attente, Francesco Sforza s'impose. Seul Charles d'Orléans contestera ses successions, jusqu'à sa mort en 1465, avec la disparition. La revendication sur le duché de Milan semble enterrée. Il faut attendre la descente en Italie de Charles VIII en 1494 pour que l'affaire refasse surface. Le 21 octobre 1494, Giovanni Sforza meurt, et c'est son oncle Ludovic Sforza qui devient duc de Milan, ce qui a le don d'hériter l'autoproclamé duc de Milan, Louis d'Orléans. Il décide alors de combattre Ludovico Sforza, mais échoue dans sa première entreprise. Roi à son tour, à partir de 1498, sous le nom de Louis XII, il entreprend une campagne en Italie. Arrivé à Milan au cours de l'été 1499, les Français en furent chassés 6 mois plus tard. Sans se décourager, Louis XII reprend les hostilités et parvient enfin à capturer Ludovic Sforza, qui, sous bonne garde, fut expédié en France où il meurt. Le duché de Milan reste aux mains des Français jusqu'à la défaite de Novare le 6 juin 1513. 3 mois plus tôt, la France avait renoué son alliance avec Venise. Ce retournement des alliances ne plut guère aux anciens alliés du pape, en particulier les Suisses, qui entrent en Franche-Comté début septembre, installent leur camp devant Dijon le 7 septembre 1515. Sans alliés, ils suspendent d'abord le siège avant de négocier leur départ avec le gouverneur de la province, Louis de la Trémoille. Le roi de France payerait à la Ligue 400 000 écus d'or en 2 termes, dont 20 000 au comptant le jour de la levée du siège. Par ailleurs, Louis XII devait renoncer à tous ses droits sur le duché de Milan et les transférer de manière définitive à Maximilien Sforza. Le traité ne fut jamais signé par Louis XII, et pour cause, il se contente de verser 50 000 livres pour solde de tout compte, une manœuvre qui n'était pas du goût des Suisses, lesquels opposèrent un refus catégorique au roi de France lorsqu'il tenta de renouer avec eux à l'automne 1514, réclamant l'application du traité de Dijon. Pays pauvre, la participation des Suisses était motivée par la faim, ce qui les poussait à être le plus efficace possible pour mériter leur dû. Ils ne s'encombraient pas de prisonniers et abandonnaient leurs blessés sur le champ de bataille. C'est après 1470 que le roi de France commence à utiliser des mercenaires suisses. Mais à partir de 1509 et avec la Ligue de Cambrai, les Suisses prennent position en faveur du pape, menacé de déposition par les Français. Derrière ce changement d'attitude se trouve Mathieu Schinner, évêque de la ville de Sion en Suisse, profondément anti-français et qui avait soutenu Jules II dans son combat contre Louis XII. Lorsque Louis XII meurt le 1er janvier 1515, une nouvelle expédition se prépare. Le nouveau roi de France, François Ier, profite donc de cet élan et reprit à son compte le projet de son beau-père le 27 juin. Il ratifie le traité de paix avec Venise et dans la nuit du 29 au 30 juin, il partit pour Lyon où l'armée, sous la conduite du connétable de France Charles de Bourbon, finit de se rassembler. Pour mener cette guerre, François Ier s'appuie sur l'une des plus belles armées de l'histoire militaire. Elle était composée de 2500 lances, environ 15 000 hommes, commandés par 25 capitaines. Seuls certains d'entre eux furent de la partie, car le roi ne voulait pas laisser le royaume de France désarmé. Raison pour laquelle il répartit 500 lances à travers toutes les villes fortifiées le long des frontières de l'Est et du Sud-Ouest,
Pour mener campagne, le roi disposait d'hommes de la garde royale, les gens de l'hôtel et les pensionnaires du prince, dont le cœur était composé de 2 compagnies de gentilshommes. L'une comptait 200 archers conduits par Louis d'Orléans, duc de Longueville, et par Louis de Bréziers, gouverneur de Normandie. La charge de sénéchal fut supprimée en 1499. L'autre rassemblait 200 arbalètes triés à cheval placés sous le commandement d'Ardouin de Cossé et de Guy de Maugiron. À ceux-ci vinrent s'ajouter 500 archers, dont 300 étaient français. Ils étaient commandés depuis 1504 par Jacques Ier de Croussol, vicomte d'Ussès, et Gabriel de la Chartre, seigneur de Nançay et capitaine des gardes depuis 1499. 100 étaient écossais et placés sous les ordres de Robert Stuart d'Aubigné, maréchal de France depuis 1514. Les 100 arbalétriers restants étaient suisses, commandés par Louis IV de Rohan, seigneur de Montbazon. Pour compléter les effectifs et rendre victorieuse la campagne, il fallait faire appel à des États étrangers. C'est ainsi que l'armée royale comptait dans ses rangs des régiments écossais et albanais. À cela s'ajoutait l'infanterie, les gens de pied, car depuis l'ordonnance de Charles VII en 1448, qui en avait créé l'embryon, les fantassins prenaient de plus en plus d'importance dans les conflits armés de la fin du Moyen-Âge. Or, plutôt que de faire appel à une paysannerie susceptible de se révolter à tout moment, les rois de France s'adressent d'abord au canton suisse, puis à partir de 1509, lorsque, avec la Ligue de Cambrai, les Suisses prennent position en faveur du pape, ils s'adressent aux lansquenets allemands. En avril 1515, le roi pouvait espérer 8000, et pour des raisons financières, seulement 6000 arrivaient en France début juin. La route empruntée en juin 1515 par François Ier et une partie de son armée passait par Visil, Gap, Serponçon et Mont-Dauphin. Le connétable de Bourbon passe pour sa part par Briançon et le col de Mont-Cenis. Quant au gros de la troupe, il affrontait les Alpes au col de l'Argentière qui avait la réputation d'être impraticable tant pour la cavalerie que pour l'artillerie. L'ingénieur Pedro Navarro et ses pionniers se feront un devoir à coups de pioche et d'explosifs de le rendre praticable. Pour l'époque, c'était un véritable exploit. Seul Hannibal, 2000 ans plus tôt, avait réussi à franchir les Alpes avec ses éléphants et son armée. À Turin, arriva presque sans dommage une armée de quelques 30 000 hommes, composée de 2500 gendarmes, 72 canons de toute taille, 6000 Gastons, 4000 Français, 9000 lansquenets allemands, dont 6000 mercenaires aguerris recrutés aux Pays-Bas surnommés les bandes noires, et des mercenaires italiens, les fameux archers génois. Mais ce qui faisait la supériorité de l'armée royale, c'était son artillerie. Commandée par Jacques Gaillot de Gounouillac, elle pouvait aligner plus de 72 canons lourds, 200 à 300 pièces légères, faucons et fauconneaux, et de nombreux arquebuses. Cette traversée, qui concernait 55 000 hommes, environ 40 à 70 énormes pièces d'artillerie, fut considérée comme une entreprise militaire la plus importante de l'époque. Pour couper la route aux Français, les Suisses envahirent le Piémont afin de garder les débouchés des vallées de Suse et de Pignerol, là où était censée arriver l'armée française par l'école alpestre habituellement utilisée. C'est ainsi que le 12 août 1515, les premiers détachements de l'armée française, dont faisait partie le chevalier Bayard, débouchent dans la vallée du Piémont. La raison fondamentale qui poussait à emprunter cette route était que le parcours était périlleux et n'était fréquenté que par des colporteurs ou des chasseurs. Aussi les Suisses n'avaient-ils pas envisagé de la garder, une négligence qui, le 2 août, coûta la liberté au fils du prince de Salerne et légat du pape, Prospero Colonna, surpris au déjeuner à Villafranca, qui, à la tête de 1500 cavaliers et 1200 hommes de pied, s'était rapproché de la vallée du Pô pour rallier l'armée des confédérés suisses. La capture de Colonna par l'avant-garde française de Jacques de la Palisse privait les Italiens suisses du gros de leur cavalerie et se replie dans Milan. À Novare, ville prise par Louis XII et perdue également par Louis XII, est occupée par les Suisses. Le roi de France, François Ier, y entre le 30 août. La citadelle capitule quelques jours plus tard, permettant ainsi aux Français de récupérer les canons capturés en 1513. Malgré cela, ce n'est que le 8 septembre qu'une partie des confédérés suisses signe avec François Ier le traité de Galérate contre 1 million de couronnes. Il quitte la coalition anti-française. Dans l'après-midi de ce même jour, les Suisses restés dans Milan sortent par la Porta Romana pour marcher à la rencontre des forces françaises établies à Marignan, à 16 km au sud-est de la ville, dans le but de rejoindre l'armée de Venise, son allié. La ville est blottie dans les basses plaines du Pô, dans la région du centre-ouest de la Lombardie. Elle est bâtie sur les bords de la rivière Lambro. Le paysage du lieu est assez plat.
Vignes, arbres fruitiers et champs labourés sont traversés de multiples canaux distants les uns des autres de 100 à 200 mètres. Autant d'obstacles pour la progression des troupes. Le 13 septembre 1515, François Ier se trouve à Marignan. L'armée est alors déployée sur 3 lignes, protégée derrière des palissades. La première ligne était formée des troupes du connétable de Bourbon et de Jacques de la Palisse. Galliot de Gougnillac avait installé ses canons dans l'intervalle qui séparait les différents corps. En deuxième ligne se trouvaient le roi et le chevalier Bayard. Le duc d'Alençon était en réserve en troisième ligne. La rencontre eut lieu dans l'après-midi aux environs du village de Zivido. Sur le Lambro, l'axe du champ de bataille était la Via Emilia, de Milan à Lodi. L'avant-garde française se plaçait sur la ligne de défense du canal majeur de la Roggia Spagnola, créé par les Romains pour irriguer les prés et faire fonctionner les moulins. Chaque compagnie avait un prestigieux capitaine, Florange, Jacques de la Palisse, l'amiral de Bonnivet ou Trivulzio. Les lansquenets de Bourbon étaient devant pour absorber le choc. Les Français du Nord, eux, étaient le long de l'Ambro. Les 6000 Gaston et Basques du capitaine ingénieur Pedro Navarro se rangèrent le long de la Via Emilia. Derrière eux, à la casine de Charlotta, se tenaient les principales corps bataille commandés par le roi en personne. Sans armée permanente, les Suisses avaient peu de cavalerie et pour artillerie une dizaine de canons. Leur force repose sur une infanterie solide et nombreuse, ayant pour arme une pique de 4,50 m de longueur. Au son des fifres et des tambours, piquiers et hallebardiers formés en 3 colonnes de 7000 hommes chacune avancent vers les Français. Mais ce n'est qu'au son de caractéristiques des trompes des montagnes helvètes qu'ils passent à l'attaque. Ces hommes sans uniforme portant les armes qu'ils avaient souvent fabriquées eux-mêmes, alors que les plus riches étaient protégés par une cotte de maille et un casque à visière. Les plus pauvres ne portaient qu'une simple protection de cuir d'ours ou de bœuf. De plus, à cause de leur départ précipité de Milan, casques et souliers manquaient, certains se trouvaient même sans armes. Faute d'artillerie, les Suisses devaient impérativement s'emparer de l'artillerie française, qui semait la mort dans les rangs. Cependant, avant d'avoir atteint les lignes des lansquenets, ils furent chargés par la cavalerie de Florange. Mais ceux-ci, gênés par la présence de canaux difficiles à franchir pour la cavalerie, furent taillés en pièces. Ce sacrifice ne fut pas vain, puisque l'offensive helvétique fut stoppée, permettant ainsi à l'avant-garde française de se réorganiser, mais elle ne parviendra pas à empêcher la capture de 7 canons. La bataille dura jusqu'à tard dans la nuit, quand les Suisses, qui avaient dominé le champ de bataille, décident de tenir leur position. Malgré les charges de cavalerie, les Suisses progressent, profitant de la confusion causée par la tombée de la nuit. Quant à François Ier, il profite de la nuit pour réorganiser son artillerie, remonter le moral des troupes et appeler à l'aide les forces vénitiennes de Bartolomeo d'Alviano, un condottiere italien se battant pour Venise. Bien qu'ils aient résisté avec succès aux troupes françaises numériquement supérieures, les Suisses se rendent compte que la victoire est en train de leur échapper, à cause du bon usage de l'adversaire français de la combinaison artillerie et cavalerie. Entre 8h et 9h du matin, Alviano, arrivé depuis Lodi, attaque les Suisses en criant « San Marco, San Marco !» et fit basculer la victoire du côté français. Entrés d'abord en scène, ces chevaux légers albanais très mobiles, qui attaquent dans le dos des Suisses surpris et épuisés rapidement vaincus. D'autant plus que l'artillerie française avait ouvert le feu en soutien des Vénitiens. En vain, les Suisses tentent plusieurs fois de se reformer. Puis vers 10h du matin, les gens de pied de Venise, soit 15 000 hommes, arrivent pour chasser les Suisses qui menaçaient encore les Français. Les confédérés suisses, submergés par le nombre, abandonnèrent alors la lutte et se rassemblèrent pour reprendre le chemin de Milan. Sans l'intervention de Venise, la victoire des Français n'était pas assurée. Malgré leur évidente supériorité numérique, ce fut cependant une victoire coûteuse. 9000 Suisses et 8000 Français étaient morts, et les blessés des deux camps se comptaient par milliers. Le 13 octobre 1515, François Ier signe avec le pape le traité de Viterbe, dans lequel celui-ci reconnaît l'autorité du roi sur le duché de Milan et lui offre par méplaisance en échange de son soutien contre Venise. Avec la paix de Noyon en 1516, Milan fut restitué à la France. Bien que François Ier ait battu les Suisses réputés invincibles, vengé les défaites de Louis XII et réaffirmé la bravoure de la chevalerie française, les lourdes pertes amènent à relativiser la victoire de Marignan, surtout due aux Vénitiens, qui ne débouchera sur aucun gain territorial durable, puisque Milan sera repris en 1525 par Charles Quint après la défaite de Pavie et la capture de François Ier.
Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 20 mai 1515, un rhinocéros d'Inde est arrivé à Lisbonne à la cour de Manuel Ier, qui envoya l'animal en cadeau au pape Léon X. Mais il meurt dans un naufrage au large des côtes italiennes au début de l'année 1516. Un rhinocéros vivant ne sera revu en Europe qu'à l'arrivée d'un second spécimen indien à Lisbonne en 1577 pour Sébastien Ier. Manuel Ier demande en 1515 au pape Léon X, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Rome, l'introduction au Portugal d'une cour de l'Inquisition. Le 16 décembre, on voit la mort du grand conquistador Alfonso d'Albuquerque. Le 23 décembre 1515, Thomas Wolsey, cardinal depuis le 7 septembre, devient Lord Chancelier d'Angleterre pour Henri VIII. Comme on l'a vu, la bataille de Marignan s'est imposée dans les esprits comme l'exemple de la victoire. À peine couronné, le jeune François Ier revendique l'héritage milanais. À 20 ans, il s'en empare. Mais loin d'être une victoire éclatante, il faut l'intervention des Vénitiens le deuxième jour pour faire plier les Suisses et rendre au maître François Ier du champ de bataille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien chaque matin à partir de 6h45 et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.